Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va revisiter le taux d'intérêt qu'on a utilisé la semaine passée qui s'appelait le coût du capital, le coût moyen pondéré du capital. Alors, pour une entreprise, lorsqu'elle finance des projets, elle a plusieurs sources de financement. Les trois principales sont des passifs, ce qu'on appelle de la dette. Deux, des capitaux propres qui sont des actions ordinaires. Et trois, des capitaux propres qui sont des actions préférentielles ou privilégiées, des preferred shares. Donc, les sources de financement de la firme. À l'interne, ben, il y en a deux. Premièrement, c'est les profits de la compagnie. Alors, le bénéfice net qui n'est pas distribué sous forme de dividendes, qu'on appelle des BNR ou des résultats non distribués en français. Alors, BNR, c'était l'ancienne façon de l'appeler. Résultats non distribués, c'est la nouvelle façon de l'appeler. En anglais, on appelle ça des retained earnings. C'est tous les profits qui n'ont pas été versés sous forme de dividendes. Mais il y a aussi un bouclier d'amortissement, le bouclier d'impôt. Donc, quand on impute des charges d'amortissement, c'est des charges non-cash. Alors, on a acheté un équipement dans le passé et à chaque année, on impute une charge d'amortissement. Alors, l'usure de cet équipement, on l'impute en charge pour réduire notre charge de taxes. Donc, ça réduit nos taxes. Donc, on a un bouclier de taxes pour ça. À l'externe, on peut soit émettre de la dette, donc on peut soit emprunter à la banque, mais nous, on va regarder plutôt des grosses compagnies. Et des grosses compagnies, elles, ils vont émettre des obligations, comme des bons du trésor pour un gouvernement. Elle va émettre des obligations corporatives. Maintenant, normalement, ces obligations, on paye des coupons 2 fois par année. Nous, on va simplifier la tâche, puis on va dire que le coupon, il est payé à la fin de chaque année. Une autre source une autre source de financement, c'est des actions. Alors, soit qu'on peut émettre des actions ordinaires, des common shares, ou on peut émettre des actions privilégiées. Maintenant, des actions privilégiées, c'est pas exactement de la dette, c'est pas exactement des capitaux propres, c'est un mélange entre les deux. Alors, certaines actions privilégiées sont convertibles en actions, certaines actions privilégiées sont rachetables, certaines actions privilégiées agissent exactement comme des obligations. Certaines agissent exactement comme des actions ordinaires. Sauf que, qu'est-ce qui est important des actions ordinaires et des actions préférentielles, les dividendes ne sont pas déductibles pour l'entreprise. Lorsque l'entreprise verse des dividendes, ça ne donne pas une déduction d'impôt. Tandis que quand on emprunte de l'argent, les intérêts qui sont crédités, c'est une charge déductible d'impôt. Donc, le coût moyen pondéré du capital d'une firme, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement. On regarde quel est le pourcentage de la compagnie financée par des commons, par de la dette et par des preferred, et on fait une moyenne pondérée de toutes les sources de financement après impôt. On peut aussi émettre certains titres qui sont convertibles, comme des obligations convertibles, des droits de souscription, des bons de souscription. On va revisiter ça au cours 9. Et si vous faites le cours SCO 5240, 5240, vous allez probablement le faire parce que vous devez calculer le résultat par action. Alors, on tient compte des effets dilutifs. Alors ça va être vu au cours 9. En passant, émettre des actions, c'est généralement très mal vu par les actionnaire. Pourquoi? Il y a un effet de dilution sur les actionnaires existants. Imaginez que vous êtes Walmart. Il y a des centaines de millions, sinon des milliards d'actions de Walmart. Il y a 10 000 Walmart à travers le monde et si je ne me trompe pas, les 10 000 Walmart font approximativement 20 milliards de profits par année. Maintenant, tous les actionnaires existants, ce 20 milliards, il est réparti parmi les actionnaires existants. Supposons maintenant que Walmart voudrait ouvrir 10 000 nouveaux Walmart, qui ne se passerait jamais. Mais si elle veut ouvrir 10 000 nouveaux Walmart, les nouveaux Walmart vont probablement générer des profits, mais certainement pas au niveau de 20 milliards. Mais supposons qu'on a doublé le nombre d'actions, les actionnaires existants vont voir un effet de dilution. Les nouveaux projets ne sont pas aussi bons que les Walmart existants et donc il y a moins de profits. Bien, il y a plus de profits, mais il n'y a pas le double de profits, mais le double d'actions en circulation. Et donc, quand tu as émis des actions, tu as eu un effet dilutif. C'est mal vu par le marché.
Cependant, si tu rachètes des titres sur le marché libre, ça, c'est très bien vu par, le marché et c'est une façon de récompenser les actionnaires sans verser un dividende. Tu vas sur le marché libre, tu rachètes des actions, il y a moins d'actions en circulation, donc tous les profits existants sont répartis sur moins d'actions et donc le bénéfice par action augmente. Autre chose, les capitaux propres, généralement, les actionnaires, vu qu'ils prennent plus de risques, ils demandent plus de rendement. Donc, eux, ils vont exiger un rendement qui est un peu plus grand. La banque va peut-être te prêter de l'argent à 5-6 mais un actionnaire va demander, un partner, si vous allez en affaires, il veut faire un rendement de 15-20. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu fais quand tu ouvres une nouvelle entreprise, probablement que 100 de ton entreprise va être financée par du capital action. Alors, ton propre argent, ton patrimoine personnel, alors ton investissement personnel. Alors, supposons qu'on veut ouvrir un nouveau restaurant, puis un restaurant de luxe. Alors, c'est pas un McDonald's, mais si on veut ouvrir un nouveau restaurant, la banque ne va pas te prêter 1 million pour l'ouvrir. Tu vas devoir investir 1 million de ton argent. Si par contre, après quelques années, ton premier restaurant, il fait affaire et tu veux ouvrir un deuxième restaurant, peut-être à ce moment-là que la banque va te prêter de l'argent. Maintenant, ton premier restaurant, tu avais peut-être des actionnaires, des partners. Eux, ils disaient, écoute, nous, on veut un rendement de 20. Mais si tu ouvres un deuxième restaurant, tu ne vas pas émettre des actions à du 20 si tu es capable d'emprunter à du 5. Donc, initialement, ton coût du capital était de 20. Tous tes actionnaires veulent du 20. Mais maintenant, tu as 2 restaurants. Un restaurant, la moitié de ton entreprise est financée par des actionnaires qui veulent du 20. Et maintenant, tu es capable d'ouvrir un deuxième restaurant en empruntant à du 5. Et ce 5 est déductible d'impôt. Donc, tu aurais intérêt à emprunter pour ouvrir le deuxième restaurant et tous les nouveaux profits vont être partagés parmi les actionnaires existants. Donc, il y a plus de profits, même nombre d'actionnaires. Donc, il n'y a pas un effet de dilution. Tu as créé de la valeur pour tes actionnaires. Et on va voir au courant du cours d'aujourd'hui que si tu continues d'emprunter, ton coût du capital va baisser jusqu'à un certain niveau. Et par la suite, tu vas être tellement endetté que la banque va exiger un rendement tellement élevé que ton coût du capital va se remettre à augmenter. On maximise la firme là où est-ce qu'on minimise le coût du capital. Et c'est la job du vice-président finance, en anglais CFO, Chief Financial Officer. Le vice-président finance, c'est lui qui est celui qui paye les factures, qui s'assure que les factures sont payées. Lui, sa job, c'est de maximiser la valeur de la firme et on maximise la valeur de la firme si on minimise le coût du capital. Historiquement, coté en bourse, à part les compagnies high-tech comme Facebook, Apple, Google, Microsoft, la plupart des compagnies qui sont cotées en bourse, je dirais 99, sont 2 tiers dette, un tiers fonds propres. Et ça, c'est juste assez de dette que tu ne laisses pas d'argent sur la table et c'est pas trop de dette que tu as un risque trop élevé de banqueroute. Donc, à 2 tiers dette, un tiers fonds propres, c'est généralement, c'est la norme plus ou moins. C'est rien d'officiel, mais Walmart, Costco, Target, c'est 2 tiers dette. Procter Gamble, c'est 2 tiers dette, un tiers fonds propres. Donc, ici, on va assumer, quand je dis dette, on va dire que ben, c'est la valeur de tous les passifs de la firme. Alors, je veux dire, nos comptes fournisseurs, si j'achète 1 million de stock et je paye à la fin du mois, 30 jours plus tard, mais je paye net après 30 jours, mais c'est comme si j'ai un prêt à 0%. Et après 30 jours, j'achète un autre 1 million qui sera payé un mois plus tard, et ainsi de suite. C'est comme si j'ai 1 million de stocks qui sont financés à zéro. Le régime de retraite. Derrière le régime de retraite, il y a un taux qui est assumé là-dessus. Donc, je veux dire, un pourcentage de la compagnie, si ton régime de retraite il est dans tes comptes consolidés, bien, il y a un actif et un passif. Et le passif, pour faire ce calcul, vous avez besoin d'un actuaire, quelqu'un qui ressemble à moi. Mais cet actuaire a des hypothèses. Donc, le passif, ça peut être énorme, ça peut être une grosse partie du passif total de la compagnie. Aussi, la plupart des compagnies n'ont pas juste un emprunt bancaire, ils en ont plusieurs.
Et généralement, si tu es une très grosse compagnie comme Walmart, tu en as peut-être des centaines et tu fais pas ça avec des emprunts bancaires, tu fais ça en émettant des obligations corporatives. Donc, quand nous, on va dire le rendement de la dette ou le coût de la dette ou le taux d'intérêt de la dette, ça va être une moyenne pondérée de tous les passifs. Alors, c'est le coût de la dette avant impôt. Alors, n'oubliez pas que l'intérêt est une charge déductible d'impôt. Aussi, il y a beaucoup de professeurs, j'ai déjà vu des professeurs qui vont utiliser la valeur marchande pour calculer les actifs d'une firme. Moi, je vais utiliser les valeurs au livre. Donc, en anglais, on appelle ça la book value. Alors, la dette, les common et les preferred, on va utiliser la valeur comptable ou la valeur au livre, la book value. J'ai vu certains profs qui vont utiliser la valeur marchande. La raison pourquoi je préfère la valeur au livre, c'est que si tu as un titre, si on utilise la valeur marchande des actions et c'est un titre qui fluctue grandement avec la bourse, je veux dire, comme disons Tesla qui peut monter, qui peut chuter rapidement, je veux dire, ton coût du capital va fluctuer. Tandis que si tu utilises la valeur comptable, c'est pas quelque chose qui bouge grandement d'une période à l'autre. Donc, tu peux utiliser plus ou moins le même coût du capital sur plusieurs périodes. Donc, le coût du capital, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement de la firme après impôt. Donc, les actifs d'une firme sont financés pour nous, on va financer ça de trois façons. De la dette, des common shares et des preferred shares. Donc, le pourcentage de la compagnie financé par de la dette, c'est la valeur de tous les passifs divisé par la valeur de tous les actifs. Et nous, on va prendre la valeur au livre. Pour quel est le pourcentage de la compagnie qui est financé par des actionnaires ordinaires? Ben, c'est la valeur de tous les actions ordinaires, les common shares, divisé par la valeur de tous les actifs. Et le pourcentage de la compagnie qui est financée par des preferred, souvent, ça va être zéro. C'est la valeur des preferred shares divisée par la valeur des actifs. Bien sûr, le pourcentage financé par de la dette, pourcentage financé par des commons et le pourcentage financé par des preferred devrait te donner 100%. Alors, deux tiers dette, un tiers fonds propres, 0% preferred shares, c'est une pondération. Deux tiers, un tiers, zéro, c'est une pondération qui est très commune. Le coût du capital, weighted average cost of capital, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement après impôt. Donc, quand on parle de dette, les charges d'intérêt sont déductibles d'impôt. Donc, c'est le pourcentage de la compagnie financée par de la dette fois le taux d'intérêt de la dette ou le rendement de la dette. Mais pour chaque 1 $ qu'on verse en intérêt, on économise le taux corporatif en taxes. Donc, si je paye 30 de mes en impôts, pour chaque 1 $ que je paye en charge, j'économise 30 cents. Donc, j'ai juste 70% du coût du capital à payer net d'impôt. Donc, il se peut, à un examen, que je vous donne que la compagnie elle a deux sources de dette, un emprunt bancaire et des obligations. Sachez que toute la dette, elle est déductible d'impôt. Le pourcentage de la compagnie financée par des communes, historiquement, c'était un tiers fois le rendement attendu par les actionnaires. On va voir aujourd'hui, on va revisiter ce qu'on a vu en finance 1, le modèle Le Gordon et le modèle CAPM, comment calculer le rendement attendu des actionnaires. Et le pourcentage de la compagnie financée par des preferred, encore une fois, Gordon et CAPM, pour calculer le rendement des actionnaires privilégiés. Et c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement de la firme, après impôt. Donc, généralement, vu que les common shares prennent plus de risques que la banque, les actionnaires vont s'attendre à un rendement plus élevé que la dette. Donc, si tu finances un projet par du capital action, ton actionnaire va peut-être s'attendre à un rendement de 10, 15, 20%. Si tu es coté en bourse et tu as un portefeuille diversifié, on s'attend à faire du 10%. Si tu es perçu comme plus risqué que la bourse en général, on va vouloir plus que 10%. Et si tu es perçu comme moins risqué que la bourse en général, on va demander moins que 10%. Mais généralement, le taux sans risque est de 3% et le rendement du marché global est de 10%. Donc, si tu empruntes à la banque, tu vas généralement payer plus que le taux d'inflation. Alors, si le taux d'inflation est de 3%, les bons du trésor vont probablement payer du 3%. Ce qui fait en sorte que la banque va peut-être te prêter à du 4, 5, 6%.
En ce moment, en date de janvier 2025, on sait que les taux d'intérêt sont plus élevés. Mais à long terme, les taux d'intérêt de la banque devraient être aux alentours de 4, 5, 6. Par la suite, alors, si on doit liquider l'entreprise, on va vendre tous les actifs et on va payer les créanciers en premier. Donc, on va payer la banque en premier. S'il reste de l'argent, on va payer les actionnaires privilégiés. Et donc, en conséquence, les actionnaires privilégiés prennent plus de risques, vont s'attendre à un rendement plus élevé que la dette. Si on liquide l'entreprise, puis il y a assez d'argent pour payer tous les actionnaires privilégiés, puis il reste de l'argent, on va payer les actionnaires ordinaires. Et donc, en conséquence, les actionnaires ordinaires, eux aussi, vont demander un rendement plus élevé qu'un actionnaire privilégié. On appelle ça le bénéfice résiduel. Quand ça va mal, c'est les commons qui reçoivent la claque en premier, par la suite les preferred, par la suite, s'il reste de l'argent, les créanciers. Mais quand ça va super bien, par contre, les créanciers sont payés le maximum contractuel. S'il reste de l'argent, bien sûr, ça va aller aux preferred shares qui vont avoir leurs dividendes privilégiés. Et s'il reste de l'argent, tout ce qui reste appartient aux actionnaires ordinaires. À l'origine, la plupart des compagnies sont financées par des common shares. Comme dans mon exemple d'un restaurant, le premier restaurant il est financé par des actionnaires. Le deuxième restaurant va peut-être être financé par de la dette. Et plus qu'on peut emprunter à un taux plus bas, plus qu'on est capable de réduire notre coût du capital. Alors, le premier restaurant, il est trop risqué pour la banque, mais peut-être un actionnaire qui est prêt à prendre plus de risques, qui est prêt à investir. Lorsque la compagnie, elle, accroît, quand elle croît, elle devient moins risquée. Alors, le deuxième restaurant, la banque est prête à payer. Alors, le deuxième restaurant, la banque est maintenant prête à prêter de l'argent pour que tu puisses investir dans le deuxième restaurant. Donc, tu réduis ton coût du capital. Tu vas avoir deux restaurants. Il y en avait un qui était 100% financé par des fonds propres et le deuxième est financé par de la dette. Alors, maintenant, tu as 50% de ton entreprise totale qui est financée par des capitaux propres, qui demande du 20%, et 50% est financé par de la dette à 4, 5, 6% qui est déductible d'impôt. Donc, ton coût du capital maintenant n'est plus de 20%. Le premier restaurant, toute l'entreprise, on laisse compter à du 20%. Mais maintenant, l'entreprise, c'est deux restaurants, on laisse compte à peut-être du 9%. Et plus qu'on est capable de réduire notre coût du capital, plus qu'on va augmenter la valeur de la firme. Donc, c'est ça. Alors, le premier restaurant était financé par du capital action, ton argent ou l'argent de ta famille. Alors, c'est du capital action. Par la suite, les banques vont être plus portées à te prêter de l'argent. Donc, si tu veux faire de l'expansion, tu pourrais le faire avec de la dette par la suite. Historiquement, les corporations cotées en bourse préfèrent ce qu'on appelle la structure capitale, qui est le pourcentage dette et le pourcentage capitaux propres. C'est généralement 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. On va le voir au cours d'aujourd'hui. Donc, si on est déjà profitable, je veux dire, il y a déjà des flux monétaires pour payer la nouvelle dette. Donc, si on est déjà profitable. Si on n'est pas profitable au point de départ, les banques ne vont pas nous prêter. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut aussi faire une autre chose. Vu que on est maintenant, la banque est prête à nous acheter, à prêter de l'argent, on pourrait prendre cette dette pour racheter des actions. Donc, je veux dire, si on ouvre un deuxième restaurant avec de la dette, ou ben donc, si on ouvre pas un deuxième restaurant, la banque nous prête de l'argent, on pourrait racheter certains actionnaires qui veulent peut-être liquider leurs actions, parce que si c'est juste un restaurant, c'est pas coté en bourse, tu peux pas tout simplement vendre tes actions. Donc, tu peux racheter des actionnaires ordinaires. Alors, quand on emprunte à la banque, généralement, on emprunte à un taux inférieur à du capital action. Donc, plus qu'on est capable d'emprunter à un taux bas, plus qu'on réduit notre coût, nos charges d'intérêt de la compagnie. Donc, par contre, si on a trop de dettes, si on a, supposons qu'on est 95% endetté, il n'y a pas une banque qui va nous prêter à du 6%. Si notre entreprise est endettée à 95%, la banque va peut-être nous prêter à du 10%. Ça vaudrait peut-être la peine quand même s'endetter davantage, mais on doit trouver le sweet spot, alors le pourcentage juste
qui réduit notre coût du capital. Généralement, quand tu es 100 financé par du capital action, tu as un coût du capital qui est relativement élevé. Mais plus que ton pourcentage de dette augmente, tu devrais voir que ton coût du capital va baisser jusqu'à un minimum. Puis par la suite, quand si tu es trop endetté, la banque va demander des taux d'intérêt de plus en plus grands. Alors, ton coût du capital va augmenter. Alors, c'est quoi le point juste? Ben, c'est là où est-ce qu'on a une structure capitale optimale, c'est-à-dire le meilleur pourcentage de dette versus capitaux propres, ce qui fait en sorte qu'il minimise notre coût du capital. On va le faire avec un exemple, je pense que c'est la prochaine slide. Donc, si on minimise notre WACC, le coût du capital, ben c'est un taux d'intérêt. Donc, si on est, c'est comme si on paye des intérêts dessus, mais c'est un taux d'intérêt, je veux dire, en agglomérat. Donc, si notre taux d'intérêt est réduit, ça veut dire que nos charges d'intérêt, nos charges de financement sont minimisées. Et c'est là qu'on maximise la valeur de la firme. Aussi, si on évalue tous les projets avec ce taux d'intérêt, si on escompte avec un taux d'intérêt plus élevé, la valeur actuelle de tous nos cash flows futurs va être plus petite. Plus que le taux d'intérêt est bas, plus que l'actualisation de tous nos flux monétaires futurs va valoir plus. Et la valeur actuelle des flux monétaires est maximisée quand le taux d'actualisation est minimisé, quand WACC est minimisé. Et en conséquence, la valeur de tout actif financier, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows. Alors, la valeur de l'entreprise, c'est la valeur de tous les cash flows de l'entreprise. Et donc, la valeur de l'entreprise, elle est maximisée là où est-ce qu'on minimise le coût du capital. Donc, un exemple. Une compagnie vaut 1 million de dollars. Elle est financée. Alors, c'est notre restaurant. On a un premier restaurant et la valeur du restaurant, c'est 1 million. Elle a été entièrement financée par des actionnaires ordinaires. On veut ouvrir un deuxième restaurant pour 1 million de dollars qui peut être soit financé en empruntant du 6 à la banque ou en émettant des actions, ce qu'on appelle en anglais un seasoned equity offering, qui est généralement très mal vu par le marché, alors parce qu'il y a un effet de dilution. On peut émettre des actions supplémentaires pour une valeur de 1 million et les actionnaires s'attendent à un rendement de 12,5 Le taux d'imposition de la compagnie est de 30 Donc, quel est le coût du capital de la firme si A, le nouveau projet est entièrement financé par des actionnaires, ou B, si le projet est financé par de la dette? Alors, si le nouveau projet est financé par des actionnaires, j'ai 2 millions de dollars d'actifs qui est financé par 2 millions de dollars de capital action et les actionnaires s'attendent à du 12,5 Donc, 100 de la compagnie est financée par des actionnaires ordinaires qui s'attendent à du 12,5 Le coût du capital, c'est 12,5 Par contre, si j'utilise de la dette, le premier 1 million, il est financé par des actionnaires qui s'attendent à du 12,5 Le deuxième million, donc 50 de la compagnie est financé à du 12,5 Le deuxième million, donc 50 de l'expansion, est financé par de la dette à 6 et cette dette, elle est déductible d'impôt. Donc, regardons qu'est-ce qui arrive. Si la compagnie est financée entièrement par des actionnaires, le coût du capital, j'ai 100 de ma compagnie qui est financée par des actionnaires. 2 millions en actions, 2 millions en actifs, 2 millions en actions ordinaires. Donc, 100 de la compagnie est financée par des actionnaires qui s'attendent à du 12,5 Si le projet est financé par de la dette, j'ai 50 de l'entreprise qui est financée par des actionnaires ordinaires et les actionnaires ordinaires s'attendent à du 12,5 et le deuxième million, alors le 50 de la compagnie est maintenant financé par du 6 Mais ce 6 chaque dollar d'intérêt que je paye, j'économise 30 cents en impôts. Donc, 6 c'est avant impôt. C'est comme si j'emprunte à du 4,2 après impôt. Donc, j'ai 50 de l'entreprise qui est financée à du 12,5 et j'ai 50 de l'entreprise qui est financée à du 4,2. Et donc, mon coût du capital, il chute à 8,35 Donc maintenant, si j'actualise tous mes cash flows futurs à du 12,5, je vais avoir une valeur. Mais si j'actualise tous mes cash flows futurs à un taux d'intérêt inférieur, mon dénominateur il est plus petit et donc la valeur actuelle de tous les cash flows va être plus grande. Et le but du vice-président finance, le CFO, sa job, c'est de maximiser la valeur de la firme en trouvant le pourcentage de dette
et le pourcentage de capitaux propres qui fait en sorte qu'on minimise le coût du capital et donc qu'on maximise la valeur de la firme. Donc, on va faire un exemple. J'ai une firme qui est taxée à du 40. Donc, elle paye 40 en impôts. 40 c'est beaucoup, mais je veux dire, c'est juste un exemple. Ça, c'est un exemple qui sort du livre. Le livre a été écrit dans les années 80. Donc, il y avait plus de taxes à ce moment-là. Plus une compagnie est endettée, plus que la banque. Alors, c'est ça. Alors, si la compagnie, alors, on a le pourcentage. Alors, si la compagnie, elle est endettée à du 10 la banque va demander un taux d'intérêt de 8. Et ça veut dire que 90 de la compagnie est financée par des commons. On va assumer qu'il n'y a, pas de preferred. Donc, 90 de la compagnie est financée par des actionnaires ordinaires. Et à un niveau d'endettement de 10 les actionnaires ordinaires vont s'attendre à du 16 Si la compagnie n'a pas de dette et 100 de la compagnie est financée par des actionnaires ordinaires, pour le risque, les actionnaires ordinaires s'attendent juste à du 15 donc, plus qu'on s'endette, si on part de 10 à 20 de dette, ben, ça veut dire qu'on part de 90 à 80 des actions. Donc, plus qu'on s'endette, plus que la banque nous perçoit comme si on est risqué. Donc, de 10 à 20 on va de 8 à 9 Alors, à 20 d'endettement, la banque nous demande du 9 Et les actionnaires ordinaires à 0 de dette s'attendent à du 15, mais à 20 de dette s'attendent à du 17. Donc, quel est le niveau optimal d'endettement? Et ce niveau optimal, on appelle ça la structure capitale. Pourcentage dette, pourcentage fonds propres ou capitaux propres. Donc, qu'est-ce qui va arriver par contre? C'est que si j'ai 0 de dette, mon coût du capital, c'est 15. Mais si j'ai 10 de dette, je suis en train de racheter 10 des actionnaires qui s'attendent à du 15 par de la dette qui paye du 8, qui est déductible d'impôt. Alors, 8 avant impôt, c'est 4,8 après impôt. Donc, j'ai 10 de la compagnie qui est financée à du 4,8. Mais les actionnaires qui restent, le 90 qui reste, 90 qui reste, vont s'attendre à 1 de plus. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour chaque niveau d'endettement, pour chaque décile, on va calculer le coût du capital de la firme. Et là où est-ce que le coût du capital est minimisé, ça, c'est la structure capitale optimale de la firme. Et probablement que la compagnie, elle va maintenir ce niveau d'endettement. En pratique, c'est 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. Alors, regardons le coût du capital pour chaque niveau d'endettement. Donc, si on a 0 de dette, si on a 0 de dette, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir 100 de la compagnie qui est financée par des actionnaires ordinaires et donc le coût du capital va être de 15 Alors, si on a 0 de dette, 100 de la compagnie est financée par des actionnaires ordinaires qui n'est pas déductible d'impôt. Donc, le coût du capital, si on a juste des capitaux propres, ben, c'est 15 Cependant, si on emprunte à du 10 après impôt, le 10 c'est 4,8 10 de l'entreprise est financée à du 4,8 et je rachète 10 de la compagnie qui est financée par du 15. Mais le 90 qui reste, il va demander un peu plus. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai maintenant 10 de la compagnie qui est financée à du 8 avant impôt, qui est égal à 4,8 après impôt. Et j'ai 90 de la compagnie qui est financée à du 16 Alors, mon coût du capital part de 15 et chute à 14,88. Donc, si je suis capable de financer des projets du 14,88, c'est plus avantageux à l'entreprise que de financer à du 15 Mais regardons qu'est-ce qui arrive à 20 À 20 la banque, elle demande du 9 et les 80 qui restent en actionnaire vont demander du 17 alors, le taux d'intérêt augmente et le rendement des actionnaires augmente aussi. Mais c'est parce qu'on est en train de racheter 10 des actionnaires qui demandent du 16 en émettant de la dette qui vaut du 9 qui est déductible d'impôt, donc 5,4 après impôt. Donc, j'ai 20 de l'entreprise qui est financée à du 5,4 après impôt et j'ai 80 de l'entreprise qui est financée à du 17. Alors, mon coût du capital, il baisse encore une fois. Donc, je devrais peut-être être, c'est plus avantageux être endetté à 20 que d'être endetté à du 10 À 30 mon coût du capital continue de baisser. Alors, 30 à du
10 après, avant impôt, donc 6 après impôt, et 70 à du 18. Donc, en moyenne, le coût moyen pondéré du capital, si je t'endettais à 30 c'est 14,4. À 40 c'est 14,04. À 50 c'est 13,6. Donc, jusqu'à présent, je devrais au moins être endetté à 50. Mais qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? On va être tellement endetté que la banque va demander tellement un rendement élevé et les actionnaires existants restants vont demander un rendement tellement élevé que ça serait plus avantageux pour l'entreprise. À 60 ben, c'est justement qu'est-ce qui arrive à 60. Maintenant, le coût du capital se met à grimper. À 70 il grimpe encore, à 80 il grimpe encore, et à 90 là, on est tellement risqué que le coût du capital est de 20. Pourquoi? J'ai des actionnaires qui vont s'attendre à un rendement à 90 les actionnaires s'attendent à du rendement de 50 et la banque demande du 28 même avec la déductibilité, c'est quand même un montant qui est énorme. Donc, à 90 d'endettement, tu as un risque de banqueroute énorme. Donc, si tu n'as pas assez d'endettement, tu laisses de l'argent sur la table. Alors, si tu n'as pas assez d'endettement, en dessous de 50 t'as pas assez, tu laisses de l'argent traîner sur la table. Alors, il y a de l'argent qui est mal déployé. Cependant, en haut de 50 tu as un risque qui est trop élevé et donc, ce n'est pas à ton avantage d'être endetté plus que 50 parce que le risque de banqueroute devient coûteux. Donc, idéalement, la structure capitale optimale de la firme, c'est un niveau d'endettement de 50 dette et 50 fonds propres, ce qui fait en sorte que le coût du capital de l'entreprise, c'est 13,6. Et tous les projets futurs pour cette entreprise vont être évalués à du 13,6. Donc, alors, le coût du capital, quand c'est 100 financé par des capitaux propres, c'est du 15 et ça baisse jusqu'à 50. Par la suite, le risque de banqueroute devient de plus en plus important et éventuellement, il devient prohibitif. Donc, idéalement, la structure capitale optimale de la firme, 50 dette, 50 capitaux propres. Action ordinaire, on avait dit qu'il n'y avait pas de preferred. Alors, la valeur actuelle d'une entreprise ou la valeur actuelle de tout actif financier, c'est la juste valeur de tout actif financier, la juste valeur de toute entreprise, la juste valeur de tout actif. Ben, c'est égal à la valeur actuelle de tous les flux monétaires. Donc, la juste valeur marchande d'une entreprise ou d'un projet, ben, la valeur actuelle au temps zéro, c'est la valeur de tous les cash flows projetés, escomptés au coût du capital au coût moyen pondéré du capital, WACC. Donc, on va escompter tous les flux monétaires futurs avec ce taux d'intérêt-là. Donc, si le dénominateur est grand, la valeur actuelle va être plus basse. Si le dénominateur est plus petit, la valeur actuelle va être plus élevée. Donc, si les cash flows sont constants et perpétuels, c'est-à-dire j'ai un restaurant qui me fait un profit de X dollars par année jusqu'à l'infini, bien, ça devient une perpétuité. Et le coût, la valeur de l'entreprise, c'est tout simplement le prochain cash flow divisé par le taux d'intérêt. Si vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas d'une perpétuité en finance 1, quand vous mettez dans votre calculatrice paiement, c'est le cash flow perpétuel. Taux d'intérêt, c'est votre WACC. Et si vous mettez N très large, comme 10 000, alors tu es en train de dire à ta calculatrice que les 10 000 prochaines années, je vais recevoir le même paiement. Si tu fais Compute Present Value, tu vas avoir la valeur actuelle. Donc, la valeur de la firme, elle est maximisée lorsqu'on minimise le coût du capital. Donc, dans notre exemple, ce serait du 50 et ce serait un coût du capital qui est égal à 13,6. Et c'est ça. Alors, une petite note, nous, on ne va pas tenir compte de la charge d'intérêt incrémentale pour deux raisons. Un, c'est une valeur qui est négligeable. Et deux, on tient compte des intérêts dans le coût du capital déjà. Autre note, les 10 000 Walmart que j'ai dit tantôt, si on ouvre 10 000 nouveaux Walmart, ben, supposons que Walmart ouvre deux nouveaux Walmart à Montréal.
Il y en a un dans le West Island qui va être financé avec des bénéfices des résultats non distribués, des bénéfices non répartis, des profits qui n'ont pas été versés sous forme de dividendes. Il y en a un autre à Brossard qui va être ouvert, qui va être financé entièrement de la dette. On ne va pas tenir compte de l'intérêt pour un et des capitaux propres pour l'autre. Pourquoi? C'est toute l'entreprise qui est financée 2 tiers par dette et 1 tiers par fonds propres. Donc, on va tout simplement utiliser les pondérations de la structure capitale de la firme. 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. Pour tous les projets de Walmart. Donc, et si je regarde la valeur actuelle, alors si j'assume que les cash flows sont constants et perpétuels, à 0 de dette, j'ai un taux d'actualisation de 15. Alors, je vais avoir la valeur de la firme. Plus que le coût du capital il baisse, plus que la valeur de la firme, elle augmente. Et si jamais par la suite le taux d'intérêt ou le coût du capital augmente, ben, la valeur de la firme, elle aussi, abaisse. Alors, prenez n'importe quel chiffre et utilisez les taux d'intérêt. Alors, n'importe quel cash flow et escomptez ça avec le taux d'intérêt. Vous allez voir que la valeur de la firme, elle est maximisée à 50 dette, 50 capitaux propres. Donc, maintenant, on va parler des 3 sources de financement. Les actions ordinaires, les actions préférentielles ou privilégiées, et on va parler aussi d'obligations. Donc, une petite note, je pourrais donner un exemple aussi. Si je prends l'exemple de GM en 2004, GM en 2004 était tellement endettée, elle a fait banqueroute en 2007, 2008, 2009. Donc, les actionnaires ont été lavés. Si tu avais une action de GM, elle valait 0. Elle a fait banqueroute, elle a fait une nouvelle émission d'actions par la suite. Mais les actionnaires existants, je veux dire, en 2004, GM avait 400 billions ou 400 milliards en actifs, mais elle avait 450 billions ou 450 milliards en passifs. C'est surtout le régime de retraite. Alors, les rentiers ont mangé une claque aussi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tous les actionnaires étaient négatifs. La valeur des capitaux propres au livre était négative. Et donc, ils se sont fait laver. Donc, la compagnie était tellement endettée que si elle voulait emprunter à la banque, elle émettait des obligations. On appelait les obligations corporatives de GM des junk bonds. Donc, si tu voulais emprunter de l'argent et prêter de l'argent à GM, on te prêtait à du 12, 13, 14, 15 Et pour des obligations, c'est pas mal cher. Mais les actionnaires existants s'attendaient à des rendements parce que sinon, tu vas vendre ton action. Alors, tu as 90 de dette, 80, mais donc, tu as 105 de dette. Je veux dire, les actionnaires qui existaient, eux, il y avait toujours leurs actions. Les actions étaient très basses à la bourse et le prix de l'action a chuté. Donc, si la compagnie était pour survivre, éventuellement, les actionnaires existants, ils seraient remboursés. La réalité, c'est qu'elle a fait banqueroute, mais les actionnaires existants, ben, ils ont été à zéro. Donc, plus de dettes, plus un risque de banqueroute. Donc, plus de dettes, plus de risques. Ça veut dire que la banque va te charger plus cher et plus de dettes veut aussi dire que les actionnaires qui existent vont demander un rendement plus élevé. De 2 façons. Soit qu'ils vont demander des dividendes plus importants ou bedon, le prix de l'action va chuter et c'est tout simplement un effet du marché. Alors, quand le prix de l'action chute, ça veut dire que les actionnaires qui restent, ils pensent qu'ils vont avoir des rendements futurs qui vont leur compenser pour la chute de prix. OK. Alors, si on regarde les 3 sources de financement, les actions, en finance 1, vous êtes censé que votre prof, si c'est avec moi, vous avez vu 2 modèles, CAPM et le modèle de Gordon. Le modèle CAPM fait affaire avec une statistique qui est sur le marché qui s'appelle bêta. Et le modèle de Gordon, c'est la valeur actualisée des dividendes d'une action. Alors, une action qui ne verse aucun dividende, on prendrait le modèle de CAPM. Et même si elle verse des dividendes, on peut prendre le modèle de CAPM. Alors, c'est le taux d'intérêt qui fait en sorte que la valeur de tous les dividendes est égale au prix de l'action. Donc, pour une action, on paye des actionnaires après que tous les autres ont été payés. Donc, comme j'ai dit, si une entreprise fait faillite et on liquide tous les actifs, on va payer la dette en premier. S'il reste de l'argent, on va payer des preferred. S'il reste de l'argent, on va payer des common. Alors, vu que les actions prennent plus de risques et c'est plus volatile que de la dette, on s'attend à plus de rendement. Pour les capitaux propres, si on verse des dividendes, c'est un remboursement de capital aux actionnaires, mais ce n'est pas une charge qui est déductible pour l'entreprise.
Et historiquement, il y a une règle qui dit, on appelle ça l'intégration ou la double taxation, si vous voulez. Imaginez la personne la plus riche au Canada. Alors, si tu fais, je ne sais pas, 1 million par année en salaire, probablement que la fisc va te taxer environ du 50%. Si une entreprise fait 1 million en profit, on va peut-être taxer l'entreprise à du 30%. Par contre, par la suite, si cette entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, le dividende va être taxé aux alentours de 20%. Pourquoi? 30%, c'est au niveau corporatif, 20% va être le dividende. Donc, les deux ensemble, c'est environ le 50%. On veut intégrer ça parce qu'on veut éviter que certaines entreprises essayent de contourner les lois fiscales. Et on sait que les règles fiscales sont assez énormes. Nous, on fait des simplifications pour le cours 5003. Mais je veux dire, si les dividendes sont taxés à du 20% et le corporatif est taxé à du 30%, c'est comme si on taxait un individu à du 50%. Donc, si tu fais 1 million de salaire, tu payes 50% en taxes. Si tu fais 1 million en profit, la corporation, elle paye 30%. Et quand les profits sont versés sous forme de dividendes, on taxe un autre 20%. Donc, ça revient au même 50%. C'est le concept de l'intégration. Donc, le droit résiduel. Supposons que ça va mal pour une entreprise. Alors, en ce moment, la dernière année, la compagnie, au début de l'année, la compagnie possédait 1 million en actifs, financé par 400 000 de dette. Donc, 40% de l'entreprise est financée par de la dette. 300 000 par des preferred, des actions privilégiées. Donc, 30% de l'entreprise est financée par des preferred. Et le reste, donc le 30% qui reste, le 300 000 qui reste, est financé par 10 000 actions ordinaires. Donc, l'année suivante, à la fin de l'année, l'exercice financier est désastreux et on décide de liquider la compagnie alors que les actifs ne valent que 800 000 Quel sera le montant qui serait attribué à chaque action ordinaire? Je vais poser l'enregistrement, je vais vous donner quelques minutes. Donc, si vous avez trouvé une réponse de 10 bravo, c'est la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les actifs, c'est de la dette des common et des preferred. Alors, on disait que la somme totale des actifs à la fin de l'exercice était de 800 000. On dit que la dette, ben, c'est 400 000 On va payer la dette en premier. S'il reste de l'argent, il reste un autre 400 000. Il y a 300 000 qui va aller aux actionnaires privilégiés, préférentiels. Et s'il reste de l'argent, il reste 100 000. Le 100 000 va aller aux common shares, aux actions ordinaires. Donc, il y a 10 000 actions en circulation. Donc, j'ai 100 000 qui va être versé aux 10 000 actions qui restent. Donc, chaque action ordinaire va recevoir 10 On appelle ça le droit résiduel. Maintenant, supposons que l'exercice financier était catastrophique et à la fin de l'année, la valeur des actifs, c'est juste 500 000 Alors, la valeur des actifs, c'est 500 000. On aurait assez pour payer la dette, mais il resterait juste 100 000 qui seraient aux preferred shares. Alors, les actionnaires privilégiés perdraient une somme importante de leur investissement, mais il ne resterait plus une scène pour les common shares. Donc, il y aurait zéro qui irait aux common shares. C'est plus ou moins ce qui est arrivé avec GM. Cependant, quand ça va bien pour une compagnie, supposons qu'à la fin de l'année, la compagnie elle a fait des profits de 1 million. Donc, à la fin de l'année, l'entreprise, elle vaut 2 milliards. On ne liquide pas l'entreprise. La dette, elle vaut tout le temps 400 000. Les preferred valent tout le temps 300 000, mais l'entreprise vaut 2 millions. Les common valent 1 300 000 chacun. Donc, ça voudrait dire que chaque action vaudrait 130 Donc, on appelle ça le droit résiduel. Quand ça va mal, on paye la dette en premier, les preferred en deuxième, les commons, s'il reste de l'argent en dernier. Quand ça va bien, on paye la dette jusqu'à le taux contractuel. Même chose pour les preferred. Et tout ce qui reste va aux common shares. Donc, pour les actionnaires privilégiés, on va voir deux modèles. Mais avant de faire les actions, on va faire les obligations. Donc, généralement, quand tu empruntes de l'argent, tu as deux façons que tu peux le faire. Tu peux aller à la banque emprunter de l'argent. Par contre, quand on regarde des compagnies comme Walmart et GM, c'est pas de cette façon. C'est pas à la banque qu'ils vont emprunter de l'argent. Ils vont émettre des obligations corporatives. Donc, une obligation corporative,
elle est émise pour une certaine durée, disons 25 ans. Aujourd'hui, j'ai besoin d'emprunter de l'argent et le marché me dit que si tu empruntes de l'argent, on va te charger du 6. Donc, je vais émettre une obligation corporative pour 1 000 $ et cette obligation corporative, elle va payer des intérêts, ou peut-être on appelle ça des coupons, qui est principalement des intérêts, périodiquement. Et à la toute fin, on va remettre le 1 000 $. Le coupon est déterminé au temps t est égal à 0 et c'est dépendant du marché. Alors, à l'émission, on va emprunter 1 000 $. On va payer des intérêts ou un coupon périodique qui est principalement des intérêts. Et à la toute fin, on va remettre le 1 000 $. À l'origine, le coupon est fixe. La valeur, le 1 000 $ à la toute fin, on appelle ça la face value. Sur votre calculatrice, c'est la future value, face value. C'est la valeur nominale, ça va tout le temps être de 1 000 $. On rembourse ça à la toute fin. Le taux d'intérêt du marché, on le connaît à l'émission. Donc, c'est le taux du marché. Mais lui va fluctuer. Le coupon, il est fixe. La valeur nominale, elle est fixe. La durée N, elle est fixe. Le prix d'une obligation par la suite va bouger avec les fluctuations des taux d'intérêt du marché. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, les obligations perdent de la valeur. Quand les taux d'intérêt baissent, les obligations existantes augmentent en valeur. Donc, en ce moment, on a vu les taux d'intérêt augmenter en janvier 2025. On a vu les taux d'intérêt augmenter. Et donc, le prix des obligations ont légèrement baissé. Le prix de tout actif financier est égal à la valeur actuelle de tous les flux monétaires de cet actif. Alors, la juste valeur marchande ou le prix de l'obligation, ben, c'est égal à la valeur actuelle des N paiements de C, escompté au taux d'intérêt du marché au moment du calcul, plus le 1 000 $ qui va être remboursé à la toute fin de l'obligation. OK, alors, donc, pour répéter, à l'origine, supposons qu'en date d'aujourd'hui, le taux d'intérêt est de 7. Je vais emprunter 1 000 $ aujourd'hui. La valeur présente, c'est 1 000 $. Le taux d'intérêt est de 7 mais la valeur que je vais rembourser à la toute fin, c'est aussi 1 000 $. C'est la future value ou face value. Si le taux d'intérêt est de 7 on va payer un coupon de 7 de 1 000 $. Donc, 70 $. Lui va être fixé à l'origine. Donc, paiement, 70 $. Le taux d'intérêt est de 7 et N est égal à, disons, 25 ans. À partir d'aujourd'hui, tout ça, c'est fixe. Mais demain, les taux d'intérêt vont fluctuer. Ils vont soit augmenter, vont soit baisser. Donc, le coupon, il est fixe. La valeur future remboursée de 1000 $, elle est fixe. Mais le taux d'intérêt va bouger, la durée va s'écouler à travers le temps, mais le prix de l'action va bouger en vertu du taux d'intérêt du marché. Donc, si je connais le prix de l'obligation sur le marché, je peux calculer le taux d'intérêt. Et si je connais le taux d'intérêt, je peux calculer la juste valeur marchande de l'obligation. Donc, en date de 0, le coupon et la valeur nominale, elle est fixe. Tous les restes, ils vont fluctuer avec le temps. Un exemple. J'ai une obligation corporative 10 ans qui paie un coupon annuel. Juste à noter, les obligations corporatives payent normalement des coupons semestriels. Mais je ne veux pas me tracasser avec des taux d'intérêt périodiques. Tous les taux d'intérêt, tous les paiements se font au 31 décembre. Donc, au 1er janvier, on achète une obligation corporative de 10 ans avec un coupon annuel de 7 Ça veut dire, c'est 7 de la valeur nominale. Quand on parle du coupon, le coupon est souvent exprimé sous un pourcentage de la valeur nominale. Donc, la valeur nominale, elle est tout le temps de 1000 $, donc le coupon serait de 70 $. Le prix de cette obligation est de 1154,43. C'est une obligation de 10 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, si tu achètes cette obligation, c'est pas une obligation qui est émise aujourd'hui, mais il reste 10 ans à cette obligation. Il y a 5 ans, peut-être que le taux d'intérêt du marché était de 7 et donc elle se transigeait pour 1000 $ à l'émission. Mais depuis ce temps-là, le taux d'intérêt a baissé légèrement et donc, en date d'aujourd'hui, l'obligation, il reste encore 10 ans et le prix de 1154,43. Comment est-ce que je peux calculer le taux d'intérêt sur cette obligation? Ce qu'on appelle le coût de la dette, le rendement de la dette ou le taux d'intérêt sur la dette.
Alors, celui qui achète l'obligation, il y a un rendement. Celui qui emprunte de l'argent, qui émet l'obligation, il emprunte, donc il paye des intérêts. Donc, intérêts et rendement sont interchangeables. Donc, le prix, c'est la valeur présente, la valeur actuelle en date d'aujourd'hui, la valeur présentement. Donc, c'est 1154,43. La valeur nominale, ça va tout le temps être 2000 pièces. Le coupon, c'est le paiement périodique. J'ai dit, c'est 7% de 1000 et il reste 10 ans. Alors, si je connais les 4 boutons, je peux calculer le cinquième avec ma calculatrice. Donc, pour faire le calcul, la bonne réponse, le taux d'intérêt du marché serait de 5 C'est un calcul qui est relativement simple. Alors, mon coupon, c'est tout le temps exprimé sous format de pourcentage, sous forme de pourcentage de la valeur nominale. Et pour moi, la valeur nominale est tout le temps de 1000 pièces. Toutes les obligations corporatives sont émises avec une valeur nominale de 1000 pièces. Donc, 7 de 1000 pièces, ça veut dire un coupon de 70 À l'émission, peut-être s'il y a 5 ans, on a émis une obligation de 15 ans avec un coupon de 70 On est 5 ans plus tard. En date d'aujourd'hui, le prix du marché est de 1154,43. Donc, 1154,43, c'est égal à la valeur actuelle des 10 coupons restants de 70 escomptés à un certain taux d'intérêt. Et dans 10 ans, je vais recevoir 1000 donc la valeur escomptée de 1000 reçus dans 10 ans à un certain taux d'intérêt. Donc, avec la calculatrice, on met present value, on met paiement est égal à 70. Future value est égal à 1000, N est égal à 10. Si vous avez une Sharp ou une BA2+, present value, afin d'acheter cette obligation, vous devez payer 1154. Et par la suite, vous allez recevoir 10 coupons de 70 et 1000 dans 10 ans. Donc, l'argent qui rentre dans vos poches, c'est positif. Vous rentrez ça en positif. Et l'argent que vous payez aujourd'hui pour acheter l'obligation, c'est de l'argent qui sort, vous le mettez en négatif. Compute taux d'intérêt vous donne du 5 Donc, à l'origine, l'obligation versait le taux d'intérêt était de 7 mais le taux d'intérêt du marché, elle a baissé depuis l'émission et aujourd'hui, elle est à 5 Donc, la valeur actuelle de tous les coupons futurs, elle est escomptée à un taux d'intérêt inférieur qui fait monter le prix de l'obligation. Donc, ça, vous êtes censé avoir vu ça dans votre cours Finance 1. Alors, c'est une révision. Par la suite, les actionnaires privilégiés. Les actionnaires privilégiés, c'est un hybride entre de la dette et des capitaux propres. Nous, on va regarder l'action privilégiée qui a une clause de remboursement, qui veut dire que c'est traité généralement comme de la dette dans le bilan. Mais je veux dire, on va payer un dividende préférentiel qui est généralement fixe, qui peut croître, et à la toute fin, il y a une clause de rachat qui nous permet de racheter l'action privilégiée. Il y a certaines actions privilégiées qui peuvent être convertibles. On va regarder un peu ça au cours 9, pas pour des actions privilégiées, mais des obligations convertibles, ça existe, on va voir ça au cours 9. Mais c'est pas exactement de la dette et c'est pas exactement des fonds propres. Et l'exemple que je donne tout le temps, c'est l'exemple de Scotiabank en 2009. Donc, si je prends Scotiabank en 2009, en date d'aujourd'hui, alors le 14 janvier, Scotiabank est à 73 Mais si je regarde en date de 2009, vous pouvez voir que Scotiabank avait perdu 50 de sa valeur. Et en 2009, le prix d'une action était aux alentours de 25 Elle avait chuté en 2009 à cause de la crise financière aux alentours de 12,50. Donc, elle a perdu 50 de sa valeur. Mais en 2009, à ce moment-là, il y avait une dette de 10 milliards de dollars qui devenait due. Et c'était toute la crise financière aux États-Unis. Mais il y a une expression qui dit les États-Unis ne peuvent pas tousser sans que le Canada attrape la grippe. Donc, ça allait mal aux États-Unis et donc le prix des banques canadiennes ont baissé. Mais tout le monde paniquait à propos des banques, donc il n'y avait personne qui voulait prêter de l'argent. La plupart des corporations ne remboursent jamais leurs dettes. Ce n'est pas comme une hypothèque parce qu'on rembourse l'hypothèque sur 25 ans. Après 25, qu'est-ce qu'on fait normalement? On emprunte 10 milliards pendant 25 ans et après 25 ans, on fait une nouvelle émission de 10 milliards pour rembourser l'ancienne dette. Alors, un nouvel emprunt de 10 milliards sur 25 ans pour remplacer l'ancienne, comme on paye la Visa avec la Mastercard.
Donc, on met 10 milliards sur la Visa pour payer la Mastercard, pour payer le 10 milliards qui était sur la Mastercard. Donc, en 2009, par contre, il y avait une dette de 10 milliards qui devenait due chez Scotiabank. On voulait tout simplement renouveler la dette et on ne pouvait pas le faire parce que personne ne voulait prêter de l'argent à un prix respectable, à un coût respectable. Tu sais, elle est capable d'emprunter à du 4 puis tout d'un coup, elle doit emprunter à du 15. Donc, elle ne voulait pas émettre de la dette. Donc, qu'est-ce qu'elle a pensé faire? C'est d'émettre du capital action. Mais le problème, c'est que le prix de l'action vient juste de chuter de 50. Si tu émets des actions à ce moment-là, tu vas avoir un prix tellement réduit, tu vas avoir tellement d'actions à émettre, tu vas avoir un aspect dilutif. Et les actionnaires existants détestent la dilution. Donc, on adore des rachats, on déteste l'émission d'actions. Donc, qu'est-ce que Scotiabank, elle a fait? Elle a dit, on va émettre une action préférentielle ou privilégiée, un preferred share pour 10 milliards de dollars qui paye un coupon de 4 Ce coupon n'est pas déductible d'impôt comme l'intérêt de 4 l'était. Donc, on avait une clause de remboursement après 10 ans. Et donc, en 2019, on peut voir que le prix de l'action s'est réajusté. Et en 2019, le prix de l'action, elle avait grimpé. Ah, c'est ça. Alors, le prix de l'action en 2019 était aux alentours de 60 dollars. À ce moment-là, il y avait la crise financière était passée. Donc, afin de racheter l'action préférentielle, elle a émise une dette de 10 milliards à un taux coupon de 4 en 2019. Elle a pris le 10 milliards qu'elle a emprunté avec cette émission et elle a racheté l'action préférentielle. Donc, c'est un des rares cas d'une action préférentielle qui existe sur le marché. C'est très rare d'avoir des preferred. Alors, c'est pas de la dette, c'est pas des capitaux propres, le dividende n'est pas déductible d'impôt, c'est un hybride entre les deux. Alors, je veux dire, tu peux avoir tellement de types d'actions privilégiées. J'ai vu des actions privilégiées qui pouvaient être convertibles, j'ai des actions privilégiées qui agissent pas mal comme des actions ordinaires. Alors, ils payent un dividende constant qui croît avec un certain pourcentage par année. Les dividendes sont généralement constants, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, il y a plusieurs de types d'actions privilégiées. Nous, dans la plupart des cas, on va assumer un dividende constant et avec une clause de remboursement. Et ça va être le modèle qu'on voit. Mais s'il n'y a pas de clause de remboursement, le prix d'une obligation, d'une action privilégiée, c'est la valeur actuelle de tous les dividendes, autant 1, 2, 3, jusqu'à l'infini et ça devient une perpétuité. Donc, le prix devrait être égal au dividende préférentiel, dividende privilégié, divisé par le rendement attendu par les preferred shares. Donc, un exemple. J'ai une action privilégiée qui paye un dividende perpétuel et annuel de 2,80. Le prix de cette action est de 35 Calculez le rendement des preferred shares. Donc, le prix de l'action est de 35 c'est la juste valeur marchande. On ne dit pas juste valeur marchande en finance, on dit le prix. C'est égal à la valeur actuelle de tous les dividendes privilégiés. Donc, c'est une perpétuité. Donc, la valeur d'une perpétuité, c'est 2,80. Ben, c'est le prochain cash flow divisé par le taux d'intérêt. Donc, 2,80 divisé par le rendement des preferred shares. Donc, 2,80 divisé par 35, je peux foutre le rendement de l'autre côté. C'est équivalent à un rendement de 8 Le taux sans risque, c'est aux alentours de 3. La banque apprête à du 4, 5, 6 Les preferred, ça va être entre du 6 et 10. Puis les common, généralement, en moyenne, c'est du 10 mais ça va être plus que les preferred shares. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec des perpétuités, ça veut dire que votre prof en finance 1, peut-être ne vous l'a pas enseigné, mais vous pouvez rentrer ça dans une calculatrice. Si le taux d'intérêt est de 8 vous mettez 8 dans votre taux d'intérêt. 2,80, c'est le paiement périodique. Vous mettez 2,80 dans le paiement et vous mettez N est égal à 10 000. Si vous mettez N est égal à 10 000, ça veut dire 10 000 paiements annuels. La valeur actuelle des paiements pour les 10 000 prochaines années, quand vous faites Compute Present Value, ça va vous donner votre 35 Donc, pour ceux qui, une perpétuité, c'est comme une rente avec un nombre très grand de paiements. N est à l'infini. Mais si vous rentrez après 10 000 le coupon qui serait versé dans 10 000 années, je veux dire, la valeur actuelle de ce coupon est négligeable. 10 0.
OK, alors les 2 modèles qu'on a vus pour des actions, on a vu le modèle de Gordon. Le modèle de Gordon assume un taux de croissance constant des dividendes, G pour growth en anglais. Le dividende au temps t est égal à 0, c'est le dividende qui a été versé hier. C'est le dernier dividende. Et la valeur de tout actif financier, c'est égal à la valeur actuelle de tous les dividendes futurs. Donc, le dividende 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. La valeur actuelle de tous ces dividendes, ben, c'est égal, il y avait une grosse formule qu'on voyait en finance 1, j'ai fait une preuve en finance 1. La valeur actuelle de tous ces dividendes se réduit à la formule suivante. Le dividende au temps 1 divisé par le rendement des common shares moins le taux de croissance. Si on ne connaît pas le dividende dans une année, on peut prendre le dividende qui a été versé hier et l'actualiser au taux de croissance. Donc, on va l'actualiser avec une période de croissance et on va escompter, on va diviser par I moins G ou R moins G pour calculer la juste valeur marchande ou le prix de l'action en date d'aujourd'hui. Ce modèle fonctionne pour une action ordinaire tant qu'une action préférentielle ou privilégiée. Donc, le rendement attendu par les actionnaires. Donc, le rendement attendu par les actionnaires, c'est justement quand tu investis dans une compagnie, c'est quoi le rendement que tu t'attends à avoir? Donc, si moi, je prends le prix de l'action qui est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G et j'isole le rendement attendu par les actionnaires, qu'est-ce que je vais voir? Si je mets R, multiplié à gauche et à droite par R moins G et je divise à gauche et à droite par P0, je vais avoir dividende au temps 1 moins P0 est égal à R moins G. Si j'ajoute G à gauche et à droite, je vais avoir dividende au temps 1 divisé par le prix plus le taux de croissance. Donc, on compense les actionnaires de deux façons. On compense les actionnaires en versant des dividendes et on récompense les actionnaires en créant des gains capitaux. Donc, si j'ai un titre qui paie un dividende qui croît de 2 par année, le prix de l'action devrait croître de 2 par année. Et le taux de dividende, généralement, quand vous allez sur Yahoo Finance, vous êtes capable de le trouver. Alors, si je regarde pour Scotiabank, vous avez actuellement le prix de l'action qui est à 73 verse un dividende de 4,24. Donc, si vous achetez une action de Scotiabank, vous allez recevoir 5,31 par année en dividende, en plus de toute valeur ajoutée qui peut se passer dans la prochaine année. Cependant, je veux juste dire que historiquement, je veux dire, historiquement, une banque canadienne, c'est une valeur très sûre. C'est moins risqué que la plupart des actions cotées en bourse, mais même en date de janvier 2020, en janvier de 2015, je trouve que le prix de tous les actifs financiers en date d'aujourd'hui sont très élevés. Tout coûte cher ces temps-ci. Les maisons coûtent cher, les actions coûtent cher, emprunter coûte cher, la bouffe coûte cher, tout coûte cher. Je veux dire, on a eu un peu d'inflation durant les 2 dernières années. Alors, le taux de distribution, si on paye une action 100 et on reçoit 5 en dividende, on a 5 qui est un paiement en dividende. Et G, c'est le taux de croissance. Si j'ai une action qui vaut 200 et on a un taux de croissance de 2 l'année prochaine, je m'attendrais à ce que le prix de l'action soit de 204 2 de croissance. On peut appeler ça une plus-value ou un gain capital. C'est un gain capital qui n'est pas réalisé tant qu'on n'a pas vendu l'action. Donc, un exemple, j'ai une action qui coûte 60 la juste valeur ou le prix de l'action de 60. Dans un an, je vais verser un dividende de 2,70. En passant, les dividendes sont normalement versés trimestriellement, aux 3 mois. Mais encore une fois, je ne veux pas me tracasser avec des dividendes, des paiements périodiques. Donc, on va tout simplement dire que le dividende est versé au 31 décembre. Le taux de croissance attendu de la compagnie est de 5 G est égal à 5 Donc, quel est le rendement attendu sur l'action? J'ai le prix de l'action qui est égal à 60 et c'est égal au dividende au temps 1, 2,70. Est-ce qu'on est divisé par R moins G, G étant 5 Donc, si j'isole le rendement attendu par mes actionnaires, je vais faire du 9,5 Le rendement attendu par les actionnaires de cette action, c'est 9,50. Si je regarde 2,70 divisé par 60, c'est égal à 4,5 2,70 divisé par 60,
c'est égal à 4,5 et j'ai une croissance de 5 alors 4,5 plus 5, ben, c'est mon 9,5. Je vais recevoir un dividende de 4,5 par année et le prix de l'action devrait grimper de 5 par année. Donc, dans un an, je m'attendrais à ce que le prix de l'action serait de 63 $. Justement, 60 fois 1,05. Donc, le prix de mon action va grimper à travers le temps et en même temps, je reçois des dividendes de 2,70 qui vont croître de 5 par année. En passant, ça, c'est des données exactes de BMO en 2011. J'ai acheté l'action en 2010 pour 60. Le dividende était bel et bien de 2,70 et on s'attendait à une croissance de 5 J'ai vendu mon action pour 100 $ en 2017. Alors, un autre modèle qu'on a vu en finance 1, c'est le modèle MEDAF. Je déteste dire MEDAF, c'est le modèle CAPM, Capital Asset Pricing Model. C'est un modèle qui prend une statistique qui s'appelle bêta. Si on revient à Scotiabank, le bêta de Scotiabank, c'est en date du 14 janvier 2025, c'est 0,98. Si on a un portefeuille diversifié à la bourse, le bêta devrait être aux alentours de... si on a un portefeuille diversifié, le bêta devrait être de 1. Le rendement du marché, elle a un bêta de 1. La bourse en général, à long terme, elle devrait te donner un rendement d'environ 10 Alors, le modèle CAPM dit que le rendement du titre devrait être au moins égal au rendement des bons du trésor, le taux d'inflation, le taux sans risque. Le rendement des bons du trésor à court terme, c'est généralement, historiquement, c'était aux alentours de 3 peut-être pas en date de 2024-2025, mais sur une assez longue période, en moyenne, c'est aux alentours de 3 le taux d'inflation moyen. Le rendement de la bourse, historiquement, le rendement du marché, c'est aux alentours de 10 Donc, on veut au moins faire, si on achète une action, on prend du risque, on voudrait au moins faire plus que le taux sans risque. Donc, on veut faire plus que 3 Si on a un bêta de 1, on a le même risque que le marché. Donc, on voudrait faire le rendement du marché. Si on a un bêta plus grand que 1, on est perçu comme plus risqué que le marché. On voudrait faire un rendement plus élevé que le marché. Si on a un bêta plus petit que 1, on est prêt à accepter un rendement inférieur au marché. Comme si je regarde McDonald's, généralement, le bêta de McDonald's est environ 0,7. Une compagnie qui est plus risquée, c'est comme une ligne de croisière, comme Carnival Cruise Lines, aurait un bêta de peut-être 2. Donc, on veut être compensé pour le risque. Plus qu'on prend du risque, plus qu'on veut être compensé. Donc, le rendement attendu par les actionnaires est égal au taux sans risque plus la statistique bêta, pour Scotiabank, c'était 0,98, alors plus ou moins le risque du marché, fois la différence entre le rendement attendu du marché et le taux sans risque. Et historiquement, je peux vous dire que dans mes examens, le rendement attendu du marché, on s'attend à faire du 10 et le taux sans risque est aux alentours de 3 La différence entre les deux, on appelle ça la prime de risque, Market Risk Premium. C'est tout simplement, on veut compenser les actionnaires pour avoir pris du risque supérieur au taux sans risque. Donc, Market Risk Premium, c'est le surplus de rendement pour avoir pris un peu de risque. Donc, le taux sans risque, RF, Risk-Free Rate of Return en anglais, c'est généralement le taux des bons du trésor à court terme. C'est le taux d'intérêt auquel le gouvernement emprunte. C'est généralement aux alentours du taux d'inflation. Et historiquement, c'était aux alentours de 3 Maintenant, en date de 2024 et 2025, c'est aux alentours de 6 mais je pense que ça va être temporaire. Le rendement du marché, le rendement du marché n'est pas connu, mais historiquement, un portefeuille diversifié à la bourse va faire un rendement d'environ 10 par année. Mais à court terme, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut rester flat. Et vu qu'on ne connaît pas le rendement du marché, on va dire le rendement attendu ou le rendement espéré du marché, on va regarder l'espérance au cours 7 et au cours 8, mais généralement, c'est tout simplement la moyenne historique. Historiquement,
la bourse, elle a généré du 10% par année. Mais je veux dire, en 2008, elle avait fait une perte de 50%. En 2020, elle avait fait une perte de 50% en mars 2020. Je veux dire, à court terme, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut rester flat. Mais si tu gardes un portefeuille diversifié sur 25 ans, alors, plusieurs titres comme le S&P, un fonds d'index. Un fonds d'index, c'est un portefeuille de 500 titres diversifiés. Sur 25 ans, tu devrais faire aux alentours de 10%. Donc, la différence entre le 10 et le 7%, on appelle ça la prime de risque. Alors, historiquement, cette prime de risque était aux alentours de 7%. Et le risque qui est spécifique à la compagnie, on appelle ça bêta. Alors, le bêta, si on regarde sur Yahoo Finance, on prend les données sur les 5 dernières années, on prend des données mensuelles et on compare le rendement du titre avec le rendement de la bourse. Alors, dans le cas de Scotiabank, on compare le rendement de Scotiabank avec le rendement de la bourse sur les 5 dernières années. Et c'est une statistique qu'on calculait en finance 1, on ne la calcule pas en finance 2. Alors, elle va être donnée en finance 2. Donc, c'est le risque qui est inhérent spécifiquement à l'entreprise. C'est corrélé au marché, mais c'est des données historiques. Mais si on prend les 5 dernières années, on est en train de dire qu'on s'attend à ce que les 5 dernières années, la tendance va persister. Donc, je veux dire, on a tendance à croire que, vu que le bêta de Scotiabank est égal à 1, vu que le bêta de Scotiabank est égal à 1, on est en train de dire qu'on est quasiment aussi volatile avec Scotiabank qu'avec la bourse. Le bêta de la bourse est égal à 1,98, c'est très proche. Donc, un exemple, le bêta d'une action de 0,8. Donc, on a un bêta plus petit que 1, donc on est perçu comme moins risqué que le marché global. Le taux sans risque, le bon du trésor, le taux d'inflation, c'est 2%. Et le rendement attendu par le marché, expected market return, est de 10%. Quel est le rendement attendu par les actionnaires selon CAPM? Donc, le rendement attendu par les actionnaires selon CAPM, ben, c'est égal au taux sans risque, qui est de 2%, plus bêta fois la différence entre le rendement du marché, 10%, et le taux sans risque, 2%. Alors, la prime de marché est de 8%. Donc, 2% plus 80% de 8% nous donne du 8,4%. Donc, si moi, je prends aucun risque, ça veut dire que j'investis dans des bons du trésor. Je m'attends à un rendement de 2%. Si j'ai un portefeuille diversifié à la bourse, je prends du risque, je m'attends à du 10%. Si j'achète le titre de cette compagnie, c'est un titre qui est moins volatile que le marché. Donc, je suis prêt à accepter un rendement inférieur à 10%, mais au moins plus grand que 2%. Si le bêta était plus grand que 1, le rendement du titre serait plus grand que le rendement du marché. Donc, l'action étant perçue comme moins risquée que le marché parce que bêta est plus petit que 1, on est prêt à accepter moins que 10%. Si bêta est plus grand que 1, on voudrait recevoir plus que 10% en rendement. Donc, le bêta de la compagnie indique que la compagnie est moins risquée que le marché global. On est prêt à accepter un rendement qui est plus petit que le rendement du marché global. OK, et maintenant, on va faire un exemple récapitulatif qui couvre toute la matière d'aujourd'hui. J'ai une compagnie qui a des actifs de 1 billion, 1 milliard de dollars. J'ai 200 millions ou 20% de la compagnie qui est financée par de la dette qui paye du 9%. J'ai 100 millions ou 10% qui est des actionnaires privilégiés qui qui s'attendent à du 12%. Et le reste, 700 millions, 70% de l'entreprise est financé par des common shares, des actions ordinaires. Je vous dis que le prochain dividende, le dividende dans une période est de 4 dollars. Le prix de l'action en date d'aujourd'hui est de 50 dollars et le taux de croissance attendu, G, est égal à 6%. Puis la compagnie, elle est taxée à 30%. Ça, c'est pour trouver le coût après l'impôt de la dette. Alors, la question, quel est le coût du capital ou le coût moyen pondéré capital de la firme? WACC, Weighted Average Cost of Capital. Alors, j'ai 20% qui est financé à du 9% qui est déductible d'impôt. J'ai 10% qui est financé à du 12% et j'ai 70% qui est des commons, mais je suis capable de trouver le rendement des commons. Donc, taux comparatif,
Il est connu, il est à 30. Alors, pour les taux corporatifs, on regarde l'année passée, quel pourcentage du bénéfice imposable a été versé sous forme d'impôt et on va tout simplement projeter ça. On ne va pas faire un calcul approfondi que ça. J'ai 1 milliard en actifs. J'ai 200 000 yens de dette, donc 20 de la compagnie, elle est financée par de la dette. W pour weight en anglais, le poids en français. 20 de l'entreprise financée par de la dette à 9 déductible d'impôt. J'ai 100 millions qui est des preferred, donc 10 de l'entreprise, c'est des preferred. Les preferred s'attendent à du 12 non déductible d'impôt. Et les common shares, j'ai 700 millions, j'ai 70 de l'entreprise qui est financée par des commons. 20 plus 10 plus 70, c'est 100 de l'entreprise. Donc, le prochain dividende dans une période va être de 4 $. Le prix de l'action est de 5 $ et le taux de croissance est de 6. Donc, le prix de l'action est égal au dividende au temps 1 divisé par I ou R moins G, G étant 6 Donc, 50 $ est égal à 4 $ divisé par I moins 6 Si j'isole mon taux d'intérêt ou mon rendement attendu des common shares, ça me donne un rendement de 14 Donc, j'ai 70 de ma compagnie qui est financée par des common shares, les actionnaires s'attendant à du 14 Quel est le coût moyen pondéré du capital de la firme? Donc, si je paye 9 avant impôt en intérêt, après impôt, c'est comme si je paye du 6,3 J'ai 20 qui est financé par du 6,3 J'ai 10 qui est financé à du 12 et j'ai 70 qui est financé à du 14. Donc, le coût moyen pondéré du capital, 20 de la firme financé par du 9 qui est déductible d'impôt. J'ai 10 de la firme qui est financée par du 12 non déductible d'impôt. Et j'ai 70 qui est financé par des commons qui s'attendent à du 14 non déductible d'impôt. Donc, le coût moyen pondéré du capital de la firme, c'est 12,26 et c'est le taux d'intérêt qu'on va utiliser pour actualiser tous les flux monétaires, soit pour la firme ou pour un projet. Donc, en date d'aujourd'hui, le dernier cours, il n'y avait pas des exercices à vous donner parce qu'on n'a pas vu en profondeur assez de matière. Mais après le cours d'aujourd'hui, dans le gros recueil, vous avez 2, 4, 6, 8, 10 exercices que vous êtes en mesure de faire.